Le dossier relié en cuir se sentait lourd de façon anormale dans les mains d'Elias Vance. Son contenu valait plus que le PIB d'une petite nation. À travers l'acajou poli de la salle à manger privée, Marcus Thorne, PDG d'Omnigen, rayonnait, son charisme aussi puissant que le scotch de 20 ans dans leur verre. C'était ça, la culmination de 3 ans de nuit blanche, de sacrifier des relations pour des algorithmes, l'affaire de 100 millions de dollars à traiter. Alors que Marcus faisait glisser le stylo-plume sur la table, une ombre tomba sur eux. Une serveuse remplissant leur verre d'eau se pencha près d'Elias, sa voix un fantôme de chuchotement. C'est la mauvaise formule. Elle souffla, son odeur un léger mélange de lavande et de terreur. La salle privée à Aurelia était une étude de pouvoir discret. Perchée au 54e étage, ses fenêtres panoramiques encadraient une scintillante ligne d'horizon de San Francisco, une ville construite sur le code et l'ambition. Elias Vance se sentait comme un imposteur dans sa propre histoire de succès. Le costume, un xénia sur mesure sur lequel l'assistant de Marcus avait insisté, se sentait comme un costume. Il était un scientifique des données, plus à l'aise avec le bourdonnement silencieux d'une ferme de serveurs que le tintement du cristal. Au futur, il est, Marcus Thorne tonna, levant son verre. Ses dents étaient d'une blancheur impossible, son bronzage perpétuellement parfait. Il n'était pas juste un PDG, il était une marque, une conférence TED marchande sur la rupture et l'élan incessant vers l'avant. Au projet Chimera, tu n'as pas juste construit un algorithme, tu as construit une boule de cristal. Elias força un sourire serré, le scotch brûlant un chemin dans sa gorge. C'est juste de la modélisation prédictive, Marcus, basée sur des variables complexes. Ne sois pas modeste. Tu as craqué le génome humain de la volatilité du marché. La corporation Ishida n'achète pas juste une suite logicielle. Ils achètent la certitude. 100 millions de dollars de certitude. Les yeux de Marcus, une nuance perçante de bleu, tenaient le regard d'Elias. C'était un regard qu'Elias en était venu à désirer ardemment. Un mélange de fierté, de possession et une approbation presque paternelle, qui apaisait l'insécurité rongeante qu'il portait depuis que sa dernière entreprise avait implosé dans un échec public spectaculaire. Cet échec l'avait laissé ruiné et brisé. Marcus l'avait trouvé dans ses décombres, un charognard d'entreprise tamisant pour le talent. Il avait donné à Elias des ressources, un laboratoire à la pointe de la technologie et, le plus important, la croyance. Il avait ressuscité la carrière d'Elias, et pour cela, Elias lui devait tout. L'algorithme Chimera était son magnum opus. Il ingérait des téraoctets de données, tendances du marché, changements géopolitiques, sentiments des médias sociaux, même les modèles météorologiques, et utilisait un réseau neuronal propriétaire pour prédire les fluctuations boursières avec un taux de précision étonnant de 95% en simulation. Le cœur en était une unique équation élégante qu'il avait surnommée la constante de Vance, une fonction récursive qui pondérait les probabilités futures. C'était la clé mathématique d'un royaume de richesse. La porte s'ouvrit en un murmure, et 2 serveurs entrèrent, l'un portant un plateau d'amuse-gueule, l'autre une carafe d'eau. Elias les remarqua à peine. Son esprit refaisait tourner les tests de stress finaux, les lignes de code infinies. Il avait vécu et respiré Chimera pendant 3 ans. Sa logique lui était aussi familière que son propre battement de cœur. Monsieur Kenji Ishida, un homme dont le comportement discret démentait son immense influence dans le monde de la technologie, hocha la tête en signe d'assentiment d'en face de la table. Ses traducteurs s'assirent silencieusement, leur visage impassible. Le deal était tout sauf fait. Les contrats, méticuleusement rédigés par des légions d'avocats, attendaient. Ce fut alors que la serveuse, celle avec la carafe d'eau, se déplaça à côté d'Elias. Elle était quelconque à première vue, cheveux foncés tirés en un chignon sévère, un uniforme noir standard. Mais alors qu'elle se penchait pour remplir son verre,
Sa proximité se sentait intentionnelle. Ses phalanges frôlèrent son bras, une étincelle d'électricité statique. « Excusez-moi, monsieur, dit-elle, sa voix un murmure professionnel. Puis, cela tomba à une fréquence quasi subliminale, destinée seulement à lui. C'est la mauvaise formule. Elias se figea, le verre à mi-chemin de ses lèvres. Les mots ne se calculaient pas. Ils étaient une anomalie dans un environnement parfaitement contrôlé. Il la regarda, vraiment regarda, pour la première fois. Ses yeux n'étaient pas juste marrons. Ils étaient un maelstrom d'urgence et quelque chose qu'il ne pouvait pas placer. Peur, désespoir. Je suis désolé, il balbutia, sa voix plus forte qu'il n'avait l'intention. La tête de Marcus se tourna brusquement vers eux, son sourire se resserrant. Y a-t-il un problème? La serveuse se redressa instantanément, son visage un masque de déférence professionnelle. Non, monsieur. Mes excuses. J'ai cru que le monsieur avait laissé tomber sa serviette. Elle fit une légère révérence et se retira, se fondant à nouveau dans les ombres de la pièce opulente. Mais ces mots pendirent dans l'air. Un virus introduit dans son système stérile. La mauvaise formule. C'était impossible. Il était l'architecte. Il était de la formule. Il baissa les yeux vers le dossier ouvert, vers l'annexe technique, résumant l'équation principale de Chimera. Yawan. Maintenant, pourquoi Donogdotus FSIJIMI? Bien, Ewadot Orsopie Viagdot, Deitholobalov. L'équation le regarda en retour. Une belle, complexe chaîne de symboles qui représentait le travail de sa vie, son héritage. C'était parfait. C'était le sien ou l'était-ce? Une froide terreur commença à s'infiltrer dans la chaleur du scotch. Le chuchotement de la serveuse avait été une pierre lancée dans l'étang placide de sa confiance, et les ondulations se répandaient vite. Il essaya de le rejeter. Une blague? Un espion corporatif d'une firme rivale essayant un bizarre sabotage de dernière minute. Mais le regard dans ses yeux, ce n'était pas malveillant. C'était un avertissement. Il s'excusa, marmonnant quelque chose à propos des toilettes. Ses mains tremblaient. Dans le silence revêtu de marbre des toilettes des hommes, il s'éclaboussa le visage d'eau froide, fixant sa réflexion. L'homme regardant en retour était pâle, ses yeux grands avec une panique naissante. Pendant 3 ans, Marcus avait été son sauveur, son mentor. On lui avait donné une cage dorée, complète avec tout le confort, et demandé seulement de produire un miracle. Il avait livré. Maintenant, une complète étrangère avait planté une graine de doute qui menaçait de tout démolir. Il devait savoir. Était-elle folle ou l'était-il? Il avait besoin de la trouver. Il devait comprendre ce qu'elle voulait dire avant qu'il ne signe sa création et possiblement son âme. L'arrière-cuisine du restaurant était un univers différent. L'élégance feutrée d'Aurélia céda la place à un balai chaotique de casseroles qui s'entrechoquaient, d'ordres criés, et du souffle humide de lave-vaisselle industrielle. Elias, l'air totalement déplacé dans son costume Xenia, navigua les étroits couloirs, son cœur martelant contre ses côtes. Chercher quelqu'un? Un chef costaud avec un tablier taché et des bras couverts de tatouages délavés bloqua son chemin. La serveuse, Elias dit, se sentant stupide, cheveux foncés en chignon. Elle servait la salle privée au 454. Le chef grogna. Chloé, son service a terminé il y a 10 minutes. Elle a pointé en hâte. Chloé. Le nom se sentait solide, réel. Y a-t-il un moyen que je puisse la contacter? Une adresse? Le chef rit, un aboiement court et aigu. Tu penses qu'on donne les détails des employés à des clients en costume chic? Perce-toi, mec. Nous sommes occupés. Abattu, Elias se retira vers la salle à manger. Marcus et M. Ishida étaient maintenant engagés dans une conversation légère, la tension de l'affaire momentanément oubliée. Marcus lui lança un regard, un mélange subtil d'agacement et d'inquiétude. « Tout va bien, Eli? »« Bien, juste besoin d'air, » Elias mentit, son esprit s'emballant. Chloé, elle était partie. Il se rassit, le poids du moment pressant sur lui.
Il devait temporiser. Il ramassa le stylo, sa main glissante de sueur. Il regarda M. Ishida, puis Marcus. Avant que nous ne signions, Elias commença, sa voix tremblant légèrement. Je sens qu'il est de ma diligence raisonnable de réaliser un diagnostic final, une requête de données en direct, juste pour assurer une intégrité absolue avant le transfert. M. Ishida hocha la tête lentement, appréciant la prudence. Marcus, cependant, parut irrité. « Ellie, nous avons exécuté des milliers de diagnostics. Le système est impeccable. » « Et ce le sera encore, » Elias insista, essayant de projeter une confiance qu'il ne ressentait pas. « Mais 100 millions de dollars justifient 5 minutes de certitude en plus, ne penses-tu pas? » On ne pouvait pas argumenter avec lui. À contre-cœur, Marcus fit signe à un serveur qui apporta une élégante tablette connectée au serveur d'Omnigen. Les doigts d'Elias volèrent sur l'écran, sa mémoire musculaire prenant le dessus. Il n'exécutait pas un diagnostic standard. Il creusait. Il afficha le code source pour la constante de Vance, le cœur même de Chimera. Il fit défiler les lignes, l'architecture familière de sa propre création. Cela semblait juste, cela se sentait juste, mais le chuchotement de Chloé résonna dans son esprit. La mauvaise formule, qu'aurait-elle pu vouloir dire? Y avait-il un sol qu'il ne pouvait pas voir? Une porte dérobée? Il exécuta une comparaison différentielle contre ses sauvegardes de code source original. Stocké sur un serveur cloud privé, crypté auquel même Marcus n'avait pas accès. Le système toussa pendant un moment alors qu'il comparait des millions de lignes de code. La barre de progression rampa. Marcus s'éclaircit la gorge impatiemment. L'air crépita de tension. Puis le résultat clignota à l'écran. Différence détectée, qu'était une seule anomalie. Il était enterré profondément dans une sous-routine qui gère la pondération de l'analyse du sentiment des médias sociaux. Il navigua vers la ligne. Le code original qu'il avait écrit était poids du sentiment. Le code, dans la version qu'il vendait à Ishida, lisait poids du sentiment 0.5. Décroissance epsilon. Décroissance epsilon. Ce n'était pas sa variable. C'était d'une fonction infiniment petite, dépendante du temps qui dégraderait lentement, presque imperceptiblement, la précision de l'analyse du sentiment des médias sociaux avec le temps. Pour tout diagnostic standard, cela apparaîtrait comme du bruit statistique, mais sur 6 mois, 1 an, cela grandirait. La précision de 95% du modèle commencerait à dériver, puis chuterait. Chimera ne deviendrait pas juste imprécise, elle deviendrait activement trompeuse. Un cheval de Troie conçu pour échouer spectaculairement après que l'affaire fut conclue et que l'argent était à la banque. Une vague de nausée le submergea. Ce n'était pas un bug, c'était du sabotage délibéré, élégant et entièrement malveillant. Et il n'y avait qu'une seule personne qui aurait pu autoriser un tel changement sans déclencher d'alarme. Marcus Thorne, Elias leva les yeux de la tablette, son visage cendré. Il rencontra les yeux de Marcus à travers la table. Le sourire charismatique était toujours là, mais maintenant il semblait prédateur. La fierté paternelle qu'il avait si désespérément cherchée semblait maintenant le regard qu'un fermier donne à son cochon primé juste avant l'abattage. La trahison était si profonde, elle lui coupa le souffle. Marcus ne l'avait pas ressuscité. Il avait juste acheté les pièces pour assembler en une arme de sa propre conception. Son monde entier recalibré à cet instant. La louange, le costume chic, le scotch cher, tout cela faisait partie de la manipulation. Il était le scientifique brillant, tragique, trop perdu dans son travail pour remarquer les petits caractères. Il était le parfait pigeon. Quand Chimera échouerait inévitablement, le génie reclus Elias Vance prendrait la chute, tandis qu'Omnigen et Marcus Thorne, ayant déjà encaissé le chèque et ayant probablement vendu à découvert les mêmes actions qu'ils avaient recommandées, seraient intouchables. Quelque chose de mal, Eli? Marcus demanda encore, sa voix douce comme de la soie, mais avec un courant sous-jacent d'acier.
Ce n'était pas une question, c'était une menace. L'esprit d'Elias était un maelstrom. S'il exposait cela maintenant, sa carrière serait finie. Les avocats d'Omnigin le dépeindraient comme un employé mécontent, une fraude. Il serait ruiné, mis sur liste noire. Mais s'il signait, il serait complice d'une arnaque de 100 millions de dollars. Et la corporation Ishida serait financièrement dévastée. Il ferma la tablette. Tout, dit-il, sa voix calme mais stable, est parfait. Il ramassa le stylo, mais au lieu de signer, il regarda directement M. Ishida. Monsieur Ishida, mes excuses. Il y a eu un oubli critique. L'itération actuelle du logiciel est instable. La pièce devint silencieuse. Les traducteurs commencèrent à chuchoter furieusement à l'oreille de M. Ishida. Le visage de Marcus passa d'un masque de charme à celui d'une fureur pure et froide. Elias, Marcus siffla, sa voix dangereusement basse. « Que penses-tu que tu fais? » « Mon travail, Elias répondit, poussant le contrat et le stylo en arrière vers le centre de la table. Je ne peux pas, en bonne conscience, permettre que cette vente procède. Il se leva, ses jambes instables. Il venait de faire détonner une bombe au milieu de sa propre vie. Alors qu'il marchait vers la porte, loin de l'affaire, loin de Marcus et loin de l'homme qu'il était autrefois, une seule pensée le consumait. Il devait trouver Chloé. Elle n'avait pas juste sauvé une corporation japonaise de la ruine financière. Elle l'avait sauvée. Les 48 heures suivantes furent un flou de chute libre. Les comptes corporatifs d'Elias furent gelés avant même qu'il n'atteigne le hall d'Aurelia. Sa carte clé pour le bâtiment Omnigin fut désactivée. Un email sec des RH, horodaté juste quelques minutes après qu'il soit sorti de l'affaire, l'informa de son licenciement immédiat pour rupture de contrat et faute professionnelle grave. La cage dorée avait disparu, le laissant sur le trottoir avec rien d'autre que le costume sur son dos et un esprit chancelant du coup de fouet de la trahison. Il se retira dans son appartement stérile et minimaliste. Un bail d'entreprise qu'il savait qui serait bientôt révoqué. Il passa la première nuit dans un état de choc, alternant entre la rage contre Marcus et une peur creuse et déchirante de l'avenir. Il était radioactif, le monde de la technologie était petit et la portée de Marcus Thorne était longue. Son obsession, cependant, était Chloé. Elle était le fantôme dans la machine, l'anomalie qu'il ne pouvait pas expliquer. Comment une serveuse savait-elle à propos de la décroissance epsilon? Comment savait-elle qu'une ligne de code spécifique enterrée dans son algorithme était corrompue? Il commença par l'évident, les médias sociaux. Il chercha Chloé à San Francisco, qui avait n'importe quelle connexion à l'industrie de la restauration. Les résultats furent un flot insignifiant. Il essaya l'image inversée, cherchant une caméra de sécurité granuleuse. Pourtant, il réussit à arracher du site web public d'Aurelia, mais la résolution était trop basse. Il avait besoin d'une approche plus directe. Le lendemain soir, il retourna au restaurant, pas comme un client, mais comme un fantôme lui-même. Vêtu d'un jean et d'un sweat à capuche, il attendit dans un café de l'autre côté de la rue, regardant l'entrée du personnel. Des heures passèrent. Finalement, il vit le chef costaud de l'autre nuit sortant pour une cigarette. Elias traversa la rue, son approche prudente. « Hé, dit-il, essayant de paraître décontracté. Moi encore. Regarde, je sais comment ça a semblé l'autre jour. Mais ceci est important. Ce n'est pas ce que tu penses. » Le chef, dont le badge nominatif lisait Manny, le regarda avec suspicion. « Je te l'ai dit, mec, je ne peux pas t'aider. » Elle m'a sauvé de faire la plus grande erreur de ma vie, Elias dit, sa voix brute de sincérité. Elle m'a transmis un avertissement à propos de mon entreprise, à propos de l'affaire que je faisais. Elle pourrait être en difficulté à cause de cela. J'ai juste besoin de la trouver, pour la remercier, pour m'assurer qu'elle va bien. Manny tira une longue bouffée de sa cigarette, étudiant le visage d'Elias. Il vit le désespoir, l'inquiétude véritable. Il souffla une colonne de fumée. Elle a démissionné. A envoyé sa démission par email le matin après que tu étais ici.
n'a même pas récupéré son dernier chèque de paye. Il marqua une pause, puis sembla prendre une décision. Elle était calme, restait à elle-même, dit qu'elle se faisait elle-même passer à travers l'école. Science des données, je pense. Les mots frappèrent Elias comme un coup physique. Science des données, c'était trop pour être une coïncidence. A-t-elle déjà mentionné un nom de famille? Elias pressa. Manny réfléchit d'un instant, puis secoua sa tête. Non, mais elle avait l'habitude de recevoir ces vieux livres livrés parfois. Des trucs de maths bizarres. Une fois un colis est arrivé et l'étiquette était gâchée. Le nom dessus était C. Rostova. Rostova. Le nom ne signifiait rien pour lui, mais c'était un fil. De retour dans son appartement, Elias s'assit dans l'obscurité, les lumières de la ville peignant des rayures à travers le sol. Il tapa C. Rostovar, science des données, dans son moteur de recherche. Les résultats étaient rares. Quelques articles académiques sur des sujets de niche, un profil GitHub avec une activité minimale. Rien qui criait se veut sauveur. Il changea de tactique. Il chercha Marcus Thorne et n'importe quelle connexion au nom Rostovar. Page après page d'articles élogieux d'entreprise, interviews et galas philanthropiques. Rien. Il était sur le point d'abandonner quand il décida de chercher les archives des employés d'Omnigen, un système qu'il avait lui-même aidé à concevoir. Son accès était révoqué, mais il connaissait son architecture. Il connaissait ses failles. Utilisant une porte dérobée qu'il avait construite pour la maintenance d'urgence, une clé qu'il n'avait jamais imaginé utiliser contre l'entreprise. Il se glissa au-delà du pare-feu. Il sentait un pincement de culpabilité, mais il fut rapidement éclipsé par le besoin de réponse. Il interrogea les fichiers du personnel, cherchant le nom Rostova. Un résultat. Nom. Dr. Anatoly Rostov, poste. Scientifique de recherche senior. Statut. Décédé. Période d'emploi. 2010-2018. Anatoly Rostov, pas Rostova. Un père, un oncle, Elias cliqua sur le fichier. Le Dr. Rostov était un pionnier dans le développement de réseaux neuronaux de stade précoce. Sa photo montrait un homme au visage aimable, aux yeux fatigués, debout devant un tableau blanc couvert d'équations. Le sang d'Elias se glaça quand il les vit. C'étaient des concepts fondamentaux, de premiers précurseurs de la logique qu'il avait utilisée dans Chimera. Il creusa plus profondément, faisant des références croisées avec des articles de presse de 2018. L'histoire officielle était tragique mais simple. Le docteur Anatoly Rostov avait subi une crise cardiaque fatale à son bureau, travaillant tard une nuit. Il fut loué comme un esprit dédié et brillant. Mais alors Elias trouva le rapport d'incident interne qu'il n'était pas censé voir. Il détaillait les circonstances de la mort de Rostov. Avait travaillé sur un projet nom de code Icarus. Le projet était un précurseur de Chimera, une première tentative de modélisation prédictive du marché. Selon le rapport, Rostov eut une discussion animée avec Marcus Thorne le jour de sa mort. Il aurait découvert une faille éthique critique dans l'application prévue du projet. Il menaça de rendre public, de sonner l'alarme. Des heures plus tard, il fut retrouvé mort. La cause du décès fut officiellement une crise cardiaque, mais le rapport notait ses antécédents d'anxiété et de problèmes de santé liés au stress, exacerbés par des pressions intenses du projet. Les pièces commencèrent à s'emboîter, formant une image sombre et horrifiante. C. Rostova, Chloé Rostova, fille d'Anatoly Rostov. Il trouva son profil dans une base de données universitaire, une candidate au doctorat en éthique computationnelle. Le titre de sa thèse lui envoya un frisson dans le dos. Responsabilité algorithmique, l'impératif moral dans le code prédictif. Chloé n'était pas juste une serveuse, elle était la fille de son père. Elle n'avait pas juste trébuché sur le sol dans Chimera, elle l'avait probablement chassé. Son père était mort en essayant d'arrêter Marcus Thorne. Maintenant, elle avait pris son combat, et en chuchotant à l'oreille d'Elias, elle venait de le recruter à sa cause.
Il n'était plus juste une victime de trahison. Il était un témoin d'un crime qui était bien plus vieux et plus sombre qu'il n'aurait pu imaginer. Sa crise personnelle était maintenant naine par l'ombre de la mort d'un homme. Le café était un terrain neutre, un endroit quelconque dans le Mission District choisi pour son anonymat. Elias avait trouvé son adresse email à travers le portail universitaire et envoyé un unique message crypté. Je sais à propos de la décroissance epsilon et je sais à propos de ton père. Nous avons besoin de parler, elle avait répondu avec l'adresse et une heure. Chloé Rostova semblait différente sans l'uniforme de serveuse. Elle portait une veste en jean usé et avait ses cheveux baissés, encadrant un visage qui était vif d'intelligence et ombragé par un chagrin qui semblait gravé dans ses propres os. La déférence était partie, remplacée par un examen gardé, intense. Tu es un homme difficile à faire passer un message à, Elias dit, s'asseyant en face d'elle. Tu es un homme difficile à sauver, elle répliqua, sa voix basse et stable. Il n'y avait aucune trace du chuchotement nerveux du restaurant. C'était la vraie Chloé. J'ai pris un énorme risque pour toi. Pendant un moment-là, j'ai cru que tu allais signer. Pendant un moment, je l'étais. Il admit la honte de cela encore fraîche. Tu dois comprendre, Marcus, il m'a construit de rien. Je lui faisais confiance. Mon père lui faisait confiance aussi, Chloé dit, ses mots coupants comme du verre brisé. Il lui faisait confiance avec sa recherche, avec sa passion. Marcus a pris le travail de mon père, un modèle prédictif qu'il a conçu pour identifier les populations à risque pour l'aide humanitaire, et a essayé de le tordre en un outil de manipulation de marché. Quand mon père a refusé, quand il a menacé de l'exposer, Marcus l'a poussé. Pas physiquement, mais il l'a enterré sous des menaces légales, des NDA, des accusations de vol de propriété intellectuelle. Le stress l'a tué. Le coroner l'a appelé une crise cardiaque. J'appelle cela un meurtre. L'histoire jaillit d'elle, un torrent de douleur retenu pendant des années. Après la mort de son père, elle avait dédié sa vie à comprendre son travail et l'homme qui l'avait détruit. Elle s'est inscrite en sciences des données, pas juste pour suivre les traces de son père, mais pour apprendre comment combattre Marcus dans sa propre langue, le langage du code. Je soupçonnais qu'il l'essaierait encore, elle l'expliqua. Construire un autre projet Icarus quand Omnigen a annoncé Chimera et j'ai vu ton nom attaché, l'étoile montante, le reclus brillant, je savais. Tu étais son instrument parfait. J'ai obtenu un emploi à Aurelia parce que je savais que c'était l'endroit préféré de Marcus pour conclure des affaires. J'y ai travaillé pendant 6 mois, attendant, écoutant. Comment as-tu su à propos de la fonction de décroissance epsilon? Elias demanda, s'émerveillant de son audace. Les vieilles notes de recherche de mon père. Il a émis l'hypothèse de la décroissance algorithmique, comment un modèle apparemment parfait pourrait être saboté avec une fonction à délai temporel, une faille cachée qui ne se manifesterait que longtemps après son déploiement. Il l'a théorisé comme une sauvegarde éthique, un interrupteur de mise à mort. Marcus l'a transformé en arme. Elle fit glisser un carnet en cuir usé sur la table. C'était celui de son père. Elias l'ouvrit sur des pages remplies de mathématiques danseuses et de réflexions philosophiques, l'écriture d'un génie. « Je ne pouvais rien prouver, » Chloé continua, pas sans voir le code. « Ma seule chance était de te prévenir, l'architecte, d'espérer que tu avais assez d'intégrité restante pour écouter. » Elias sentit un profond sentiment de connexion à cette femme et à son père mort. Les équations d'Anatoly Rostov se sentaient comme des conversations à travers le temps. Il vit la genèse de ses propres idées dans le travail de l'homme plus âgé. Il n'avait pas juste construit sur une fondation, il avait sans le savoir complété l'héritage d'un homme mort. Ce que Marcus t'a fait, il me l'a fait, Elias dit, sa voix épaisse d'émotion. Il a pris mon travail, mon nom, et l'a corrompu. Il m'a rendu partie à une fraude massive. Sa colère, qui avait été un nuage diffus de peur et de confusion, avait maintenant un point focal. C'était froid, dur et aiguisé,
Il ne va pas s'en tirer. Que vas-tu faire? Chloé demanda, ses yeux cherchant les siens. Aller à la presse sera juste ta parole contre celle d'un milliardaire. Ses avocats te déchireront. Je ne vais pas à la presse, Elias dit, un plan commençant à se former dans les chemins logiques de son esprit. Pas aller parler de ce qu'il a fait. Nous allons le prouver. Nous allons utiliser sa propre âme contre lui. Le plan était audacieux, dangereux et techniquement complexe. Marcus croyait que Chimera était morte. L'affaire avec Ishida s'abordait. Mais l'algorithme principal était toujours sur les serveurs d'Omnigen. Marcus planifierait son prochain mouvement, cherchant un autre acheteur. Il manipulerait aussi le marché de plus petite manière, utilisant la Chimera corrompue pour son propre fonds spéculatif privé, se préparant pour le grand coup. La fonction de décroissance epsilon est la clé, Elias expliqua, son excitation grandissant. C'est une dégradation prédictible. Si nous connaissons le taux de décroissance, nous pouvons le modéliser. Nous pouvons prédire non seulement ce que le marché fera, mais ce que l'algorithme défectueux dira à Marcus que le marché fera. Les yeux de Chloé s'élargirent alors qu'elle comprenait. Tu peux prendre de l'avance sur ces prédictions. Plus que cela, Elias dit, un sourire sombre touchant ses lèvres. Nous pouvons alimenter le système en données spécifiques, faux articles de presse, tendances fabriquées des médias sociaux, que nous savons qui déclencheront la faille dans l'algorithme. Nous pouvons faire en sorte que la boule de cristal de Marcus lui montre tout ce que nous voulons qu'elle montre. Nous pouvons le mener tout droit au bord d'un précipice financier. C'était une forme de vengeance algorithmique. Ils utiliseraient l'outil même de sa trahison pour orchestrer sa chute. C'était poétique, c'était juste, mais c'était aussi illégal. Cela impliquait la manipulation de marché, le piratage et la fraude. Ceci est dangereux, Chloé, Elias avertit. Si nous nous faisons prendre, nous pourrions aller en prison. Chloé regarda le carnet au nom de son père. Son expression était résolue. Il m'a tout pris. Mon père, mon futur. J'ai vécu dans l'ombre pendant 7 ans. Je n'ai plus peur de l'obscurité. À cet instant, ils n'étaient plus un scientifique déshonoré et une fille en deuil. Ils étaient partenaires, liés par une trahison partagée et un besoin brûlant de justice. Ils démantèleraient l'empire de Marcus Thorne, pas avec des avocats ou des journalistes, mais avec une unique, élégante ligne de code. La base d'opération était l'appartement de Chloé, un appartement d'une chambre exiguë à Oakland, qui était d'un monde loin de l'ancien condo corporatif d'Elias. Il était rempli de livres, de pièces d'ordinateur récupérées et le fantôme de son père. Son portrait, le même du dossier Omnigen, était assis sur son bureau. Ses yeux aimables et fatigués semblaient veiller sur eux. Pendant des semaines, ils travaillèrent dans un brouillard fiévreux et privé de sommeil, alimenté par du café bon marché et un but partagé. Le déséquilibre de pouvoir qui avait défini la vie d'Elias était parti. Ici, avec Chloé, il était un égal. Sa connaissance de l'éthique computationnelle fournissait le cadre moral pour leurs actions, tandis que sa compréhension intime de l'architecture de Chimera fournissait les moyens. Leur première tâche fut de regagner l'accès. La porte dérobée d'urgence d'Elias vers Omnigen avait été découverte et scellée dans les heures de sa première intrusion. Mais un système aussi vaste qu'Omnigen avait plus d'une porte. Chaque système que Marcus construit a une clé de vanité, Elias expliqua, faisant défiler des lignes d'architecture réseau sur son ordinateur portable. Un point d'accès caché connu seulement de lui. C'est une chose d'ego. Ce doit être quelque chose de personnel. Ils passèrent des jours à essayer de profiler Marcus. Anniversaire, noms d'animaux de compagnie, vieilles adresses, tous échouèrent. Ce fut Chloé qui eut la percée, tard une nuit, tout en se penchant sur le journal de son père. Icarus, elle chuchota, ses yeux grands. Ce n'était pas juste le nom du projet. Mon père a écrit à propos de cela. C'était le surnom de Marcus à l'université. Ses amis l'appelaient ainsi parce qu'il était brillant,
ambitieux et volait trop près du soleil. Il s'est écrasé et a brûlé sur sa première start-up, tout comme tu l'as fait. C'est pourquoi il était si obsédé par toi, Elias. Il se voyait lui-même. Les doigts d'Elias volèrent sur le clavier. Il essaya le mot de pass-route. Icarus, Zena Anathirunaya Niahait. Accès refusé. Il essaya des variations. Rien. Attends, Chloé dit, le mythe n'est pas juste à propos de la chute, c'est à propos de l'avertissement. Dédale avertit Icarus de ne pas voler trop haut ou trop bas. C'est à propos de l'équilibre. Elle pointe à une ligne de code sur l'écran. Essaye-le comme une paire de clés. L'avertissement et le nom. Elias Tapa, nom d'utilisateur. Daedalus. Devo for setter watts are afraid us or sit but Brett or Dust was warning. Mode dépasse Icarus flies again. Accès accordé était dedans. Une vague d'énergie triomphante déferla à travers le petit appartement. Ils avaient une vue d'œil de Dieu de l'entier réseau omnigène. Ils pouvaient tout voir, et ils virent que Marcus, arrogant comme toujours, utilisait déjà la chiméra corrompue. De petits échanges calculés étaient faits à travers un fonds spéculatif offshore, Helios Capital. Ils testaient les eaux, gagnant des millions tout en se préparant pour un jeu beaucoup plus grand. Leur cible devint claire. Une entreprise de biotechnologie, Etheria, était sur le point d'une annonce majeure concernant un nouveau traitement contre le cancer. Leur action était stable, mais prête pour un saut massif. Marcus positionnait Helios Capital pour racheter des actions avant l'annonce, un mouvement classique de trading proche de l'initié, guidé par les prédictions défectueuses de Chimera. C'est ça. Chloé dit, sa voix tendue. C'est là que nous le frappons. Le plan était un gambit numérique d'une immense complexité. Il avait 2 phases. Phase 1, le DAIR. Ils avaient besoin de subtilement alimenter le moteur d'analyse du sentiment de Chimera avec de la désinformation. Elias a codé une petite armée de bots pour créer une campagne de chuchotement sur les forums financiers et les médias sociaux, créant un faux récit. Un brevet clé d'Etheria était contesté. L'information était assez obscure pour ne pas déclencher les grands organes de presse, mais assez puissante pour être captée par les gratte-sentiments sensibles, et maintenant en décomposition de Chimera. La fonction de décroissance epsilon amplifierait le poids négatif de ces fausses données. Au lieu de prédire une augmentation massive des actions, l'algorithme corrompu prédirait maintenant un gain modeste, suivi d'une forte baisse. Phase 2, le piège. Sachant ce que les données défectueuses de Marcus lui disaient, il pouvait prédire son mouvement. Il achèterait des actions Etheria, mais au lieu de les garder pour le grand saut, il mettrait un déclencheur pour les vendre à découvert, pariant sur le crash prédit de l'algorithme. Il va vendre à découvert l'entreprise qui est sur le point de guérir le cancer, Elias murmura. Le cynisme pur de cela le stupéfiant. Il ne voit pas les entreprises ou les gens, Chloé répondit. Visage sombre. Il voit des pointes de données. Il est temps que nous fassions de lui une pointe de données. La nuit avant l'annonce d'Etheria fut la plus longue de la vie d'Elias. Louis et Chloé s'assirent côte à côte dans la lueur de leur moniteur, regardant le trafic réseau. Ils regardèrent Helios Capital, suivant le conseil corrompu de Chimera à la lettre, acheta un bloc massif d'actions Etheria. Puis, des instants plus tard, ils placèrent une position courte encore plus grande, un pari à effet de levier que l'action était sur le point de s'effondrer. Marcus pariait la ferme. L'hameçon émis, Elias chuchota, son cœur battant. Maintenant, tout ce qu'il pouvait faire était d'attendre le matin pour que le marché boursier s'ouvre, pour que le piège se déclenche. Il ne cherchait plus juste la justice pour Anatoly Rostov. Il protégeait une entreprise sur le point de sauver des vies d'un prédateur qui le voyait seulement comme un moyen à une fin. Les lignes morales avec lesquelles Elias avait autrefois lutté étaient maintenant claires comme du cristal. Ce n'était pas juste de la vengeance, c'était un acte de sabotage juste.
Il regarda Chloé, dont le regard était fixé sur la photo de son père. Ils n'étaient pas juste sur le point de ruiner Marcus Thorne, ils étaient sur le point de venger l'héritage de son père. La cloche d'ouverture du Nasdaq sonna comme un pistolet de départ. Dans l'appartement de Chloé, le silence était absolu, brisé seulement par le bourdonnement silencieux de leurs ordinateurs portables et le battement frénétique de leur propre cœur. Sur un écran, un flux en direct du téléscripteur boursier. Sur un autre, un moniteur en temps réel de l'activité de trading de Helios Capital, acheminé directement depuis le réseau d'Omnigen, l'action d'Etheria, symbole boursier ATHR, ouvrit d'aplat. Pendant une minute tendue et angoissante, rien ne se passa. Elias sentit un nœud de peur se resserrer dans son estomac. Avait-il mal calculé? Marcus les avait-il découverts? Puis, à 9h31 du matin, la nouvelle éclata. Le communiqué de presse frappa les services de presse. Etheria Pharmaceuticals annonce l'approbation accélérée de la FDA pour le médicament révolutionnaire contre le cancer Oncovax. L'effet fut instantané. Atar ne fit pas juste grimper, il explosa. Il s'envola vers le haut, en une ligne quasi verticale, gagnant 10, 20, 50 $ par action en l'espace de secondes. C'était le genre d'évasion dont les traders rêvent. Pour quiconque avait acheté et tenu, c'était un moment d'euphorie. Pour Marcus Thorne, c'était le début de la fin. Elias et Chloé regardèrent le moniteur Helios Capital. Ils virent les ordres de vente à découvert automatisés se déclencher exactement comme ils l'avaient prédit, mais au lieu d'attraper un couteau tombant, le fonds hémorragiait maintenant de l'argent à un taux catastrophique. Pour chaque dollar que l'action montait, la position à effet de levier de Marcus amplifiait ses pertes par 10. C'était une spirale de mort financière. Ça marche, Chloé souffla, sa main agrippant le bras d'Elias. Ses phalanges étaient blanches. Sur leur écran, une cascade de chiffres rouges coulait comme du sang. 10 millions, 30 millions, 50 millions. Ils pouvaient presque imaginer la scène dans le bureau de Marcus, la panique, la confusion, l'horreur naissante alors qu'il réalisait que sa boule de cristal infaillible lui avait menti. Il crierait sur ses traders, exigeant de savoir pourquoi Chimera avait échoué si spectaculairement. Il chercherait quelqu'un à blâmer. Ses yeux finiraient par atterrir sur le fantôme d'Elias Vance. Les pertes montèrent. 100 meronatos, 150 meros. La position courte était si grande et la hausse de l'action si météorique qu'elle déclencha un appel de marge. La maison de courtage demanda que Helios Capital dépose plus de fonds pour couvrir ses pertes massives, fonds que Marcus n'avait pas. Il est cuit, Elias dit. Un étrange sentiment de détachement le submergeant. Il s'était attendu à se sentir triomphant, mais au lieu de cela, il sentit une finalité profonde et solennelle. Il avait déchaîné une force de pure destruction, un feu de forêt numérique qui brûlait maintenant hors de contrôle. Leur travail n'était pas terminé. Ruiner Marcus financièrement n'était pas assez. Ils devaient l'exposer. Avec leur accès au réseau Omnigen, Elias commença à tout copier. Il téléchargea chaque email, chaque mémo interne, chaque enregistrement commercial lié au projet Icarus, Chimera et Helios Capital. Il trouva le rapport d'incident non édité sur la mort d'Anatoly Rostov, celui qui mentionnait l'argument avec Marcus. Il trouva les emails personnels de Marcus mettant en place le fonds offshore. Il trouva le code source original et non corrompu de Chimera et le plaça à côté de la version sabotée, fonction de décroissance epsilon, ressemblant maintenant à une confession signée. Il compila tout cela en un unique paquet de données cryptées. Le fantôme numérique des crimes de Marcus Thorne. À qui l'envoyons-nous? Chloé demanda, ses yeux toujours collés à la valeur chutante de Helios Capital. Pas la presse, Elias dit. Pas encore. Ils s'embourberont dans un procès en diffamation. Nous l'envoyons quelque part, il ne peut pas être ignoré. Il adressa le paquet à 2 destinataires. Le premier était la Securities and Exchange Commission, l'organisme fédéral qui enquête sur les crimes financiers. Le second était Kenji Ishida.
Il méritait de connaître la vérité à propos de l'homme qui avait essayé de le frauder et le code défectueux qu'il avait presque acheté. Il attacha une courte note anonyme. Marcus Thorne a utilisé un algorithme prédictif frauduleux pour manipuler les marchés. Les fichiers joints contenaient la preuve de cela, ainsi que des preuves liées à la mort questionnable de son ancien scientifique en chef, Dr. Anatoly Rostov. La vérité a un prix. Aujourd'hui, Marcus Thorne l'a payé. Il frappa envoyé. Il n'y eut aucune célébration, aucun high five, juste une profonde, partagée exhalation de souffle. La guerre était finie. Ils avaient gagné, mais la victoire se sentait lourde. Ils avaient utilisé les propres méthodes sombres de Marcus contre lui, dansant sur le bord du même abîme moral. Quoi maintenant? Chloé demanda, l'adrénaline commençant finalement à s'estomper, laissant une fatigue creuse dans son sillage. Maintenant, Elias dit, fermant son ordinateur portable, nous disparaissons. Ils effacèrent leur machine, effaçant chaque trace de leur activité. Ils emballèrent leurs quelques affaires. Les fantômes numériques qui avaient hanté Marcus Thorne avaient besoin de disparaître avant que le monde réel ne vienne les chercher. Alors qu'ils se préparaient à partir, Elias marqua une pause et regarda la photo d'Anatoly Rostov. « Ton père serait fier de toi, Chloé », il dit doucement. Chloé ramassa la photo et le carnet usé de son père, ses possessions les plus précieuses. Une seule larme traça un chemin sur sa joue, la première qu'elle s'était permise de verser. Il ne voulait pas de vengeance, elle chuchota. Voulait juste que la vérité sorte, et elle l'avait fait. Dans un torrent de données et une cascade de ruines financières, la vérité avait finalement été libérée. Ils sortirent de l'appartement et dans le matin anonyme d'Oakland, ne laissant rien derrière eux sauf une pièce vide et le faible écho de la justice rendue. Les retombées furent une tempête médiatique. L'histoire de l'effondrement spectaculaire de milliards de dollars de Helios Capital était en première page de chaque journal financier. Initialement, elle fut encadrée comme une histoire d'hubris, d'un gestionnaire de fonds spéculatifs de haut vol qui fit d'un pari catastrophiquement mauvais. Mais alors la SEC, armée du paquet de données d'Elias et Chloé, annonça une enquête formelle sur Marcus Thorne et Omnigen. Le récit changea. Les organes de presse, maintenant alimentés par des fuites de l'enquête, commencèrent à connecter des points. L'affaire ratée de 100 métimètres avec Ishida Corporation, le départ soudain de son scientifique des données vedettes, Elias Vance, des chuchotements d'un algorithme défectueux. Puis, la pièce la plus accablante de toutes, l'histoire du Dr. Anatoly Rostov. Les reporters creusaient dans l'histoire vieille de 7 ans de sa mort, maintenant recontextualisée comme une potentielle dissimulation d'entreprise. Le tuyau anonyme de Chloé leur avait donné le fil, et ils le tirèrent jusqu'à ce que le monde entier soigneusement construit de Marcus s'effilocha. Ses amis puissants l'abandonnèrent. Le conseil d'Omnigen força sa démission, ses actifs furent gelés. Le titan charismatique de la tech devint un paria du jour au lendemain, traqué par des reporters et des agents fédéraux. Elias et Chloé regardèrent tout se dérouler de loin. Ils avaient fui Oakland, conduisant vers le nord sans destination en tête, restant dans des motels bon marché, payant en espèces. Ils étaient des fugitifs d'une guerre qu'ils avaient gagnée. Pour la première fois depuis des années, Chloé n'était pas consumée par sa quête de vengeance. Pour la première fois de sa vie, Elias n'était pas défini par son travail ou par l'approbation d'un mentor. Ils n'étaient que deux personnes dans une voiture, avec le passé dans le rétroviseur et une route ouverte devant eux. Le coup psychologique de leurs actions commença à faire surface dans les heures calmes. Elias était hanté par le pur pouvoir qu'il avait manié. Il avait construit un système pour prédire le marché, puis en avait construit un autre pour le manipuler, pour ruiner un homme. Sommes-nous devenus lui? Il demanda à Chloé un soir, alors qu'il regardait le coucher de soleil sur la côte de l'Oregon, le ciel strié d'orange et de violet. Pour combattre le monstre, nous avons construit le nôtre. Nous ne l'avons pas fait. Chloé dit,
Sa voix ferme. Elle avait passé beaucoup de temps avec les notes de son père, avec ses écrits sur l'éthique. La différence est l'intention. Le code de Marcus était conçu pour tromper pour le profit. Le nôtre était conçu pour exposer une vérité. Nous avons utilisé son âme pour le désarmer, pas pour nous enrichir. Nous étions l'interrupteur de mise à mort sur lequel mon père a théorisé. Sa certitude était son encre. Elle l'aida à recadrer sa culpabilité pas comme une faute morale, mais comme un signe de son humanité. Il n'avait pas apprécié la destruction. Il avait pleuré sa nécessité. Ceci, elle lui dit, était la différence entre justice et vengeance. Une semaine plus tard, un email arriva dans la boîte de réception cryptée d'Elias. Il venait d'un expéditeur qu'il ne reconnaissait pas, mais la signature était indubitable. Kenji Ishida. Le message était bref et traduit du japonais. Monsieur Vance, j'ai reçu l'information que vous avez envoyée. J'ai confirmé sa véracité. Vous et votre associé avez accompli un acte honorable, corrigeant une grande injustice et prévenant un préjudice significatif. La dette que je vous dois est substantielle. Mes ressources sont à votre disposition si jamais vous en avez besoin. Le monde a besoin d'esprits brillants comme le vôtre, guidés par une forte boussole morale. Ne restez pas longtemps dans l'ombre. Attaché était un fichier. C'était un bon au porteur émis par une banque suisse pour un montant qui fit tourner la tête d'Elias. C'était des frais de trouveur, une récompense, un merci. C'était de la liberté, mais plus précieuse que l'argent était la validation. Les mots d'Ishida étaient un contre-récit au doute de soi qui le tourmentait. Il n'était pas un criminel. Il était un homme qui avait, à grands coups personnels, choisi de faire la bonne chose. Ils conduisirent pendant un autre mois, parlant plus du futur que du passé. Ils parlèrent d'Anatolie, de son rêve d'utiliser les données pour le bien humanitaire. L'idée commença à prendre forme, un nouveau projet s'élevant des cendres de l'ancien. Pas Chimera ou Icarus, mais quelque chose de nouveau, quelque chose construit sur une fondation d'éthique, de transparence et un désir d'aider, non d'exploiter. Leur dernier arrêt fut une petite cabane isolée dans les montagnes de l'État de Washington, un endroit où l'air était propre et la réception réseau était irrégulière. C'était un endroit pour recommencer. Un matin, Elias s'assit sur le porche avec son ordinateur portable, Chloé lisant à côté de lui. Il ouvrit un nouveau fichier de projet. Il la regarda, une question silencieuse dans ses yeux. Elle hocha la tête, un petit sourire plein d'espoir sur son visage. Il commença à taper. Il n'écrivait pas un algorithme pour prédire des actions ou manipuler des marchés. Il concevait un modèle pour prédire les catastrophes naturelles, feux de forêt, inondations, tremblements de terre, en analysant les flux de données météorologiques, géologiques et sociales. C'était un système conçu pour sauver des vies. C'était le travail qu'Anatoly Rostov aurait voulu faire. Il nomma le projet Phoenix. Il ne désirait plus l'approbation d'un puissant PDG ou la validation d'une affaire de plusieurs millions de dollars. Sa rédemption n'était pas dans la chute de Marcus Thorne, mais dans cet acte silencieux de création. C'était dans le partenariat qu'il avait forgé avec Chloé, un lien construit sur un traumatisme partagé et un engagement envers la vérité. Il était finalement libre de la cage dorée, pas parce qu'il s'en était échappé, mais parce qu'il avait construit sa propre clé, guidé par le fantôme d'un homme bon et le courage d'une femme qui refusa de laisser son héritage mourir. À la fin, la formule la plus puissante n'était pas celle de la prédiction du marché ou du gain financier. C'était la simple équation de deux personnes, liées par une quête de justice, qui prouvèrent que l'intégrité pouvait être une arme et que la vérité, peu importe à quel point elle est profondément enterrée, trouvera toujours son chemin vers la lumière. L'histoire d'Elias et Chloé est un témoignage du fait que même dans un monde dominé par le pouvoir et la cupidité, un seul chuchotement de courage peut déclencher une cascade de changements, renversant un empire et construisant un avenir meilleur de ses ruines. Leur voyage nous rappelle que notre plus grand travail n'est pas ce que nous construisons pour le profit, ce que nous créons pour un but.
Qu'avez-vous pensé de l'incroyable combat d'Elias et Chloé pour la justice? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous ce que vous auriez fait à leur position. Si cette histoire de trahison, de rédemption et du pouvoir de la vérité a résonné avec vous, n'oubliez pas de frapper ce bouton j'aime, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous pour plus d'histoires dramatiques de la vie réelle. Votre soutien nous aide à mettre en lumière ces récits